Ils deviennent des porte-parole, d'une certaine façon. Ils peuvent devenir porte-parole. J'estime, on vient d'en parler tantôt, j'estime par exemple que à l'issue d'un match, si le match a été perdu, mais que j'estime en tant qu'entraîneur que le groupe n'a rien à se reprocher, qu'on a donné le meilleur de soi-même, que l'adversaire a été plus chanceux, plus efficace ou quoi que ce soit, ça n'enlève rien à la performance. Je ne vais pas dire parce qu'on a perdu qu'on a fait un mauvais match. Et je crois que c'est un message à faire passer à ce moment-là au groupe, qui le fait passer plus loin, pour que surtout, parce qu'en tant qu'entraîneur, il faut toujours penser non pas à aujourd'hui, mais à demain, qu'à partir de demain, où on recommence un nouveau challenge vers le prochain match, on se rend compte que le joueur individuellement et en groupe est tourné le bouton et se dit, ben, tout compte fait, notre confiance ne doit pas être endommagée. On a fait un bon match, on a perdu, et pour autant on soit performant de la même façon, et le match prochain, on le gagnera. On gagnera. Ouais. Alors, tu disais préserver la confiance, mais tu m'as dit aussi que c'était important de maintenir, ce sont mes mots, pas les tiens, une forme d'ébullition. Parce que par exemple, quand un groupe vient de gagner un championnat et qu'il est quasiment préservé avec seulement quelques transferts, à la limite, c'est pas forcément une bonne idée de le garder pour la saison qui suit. Non. Je schématise, mais peut-être que tu devrais expliquer ça. Disons, c'est toujours après coup, bien sûr, que l'on analyse, que l'on évalue. J'ai eu l'expérience il y a quelques saisons à Anderlecht, après une bonne saison, un titre, même une bonne campagne européenne. Je crois que tout le monde s'était rendu compte que la qualité du groupe était présente, que c'était un groupe sur lequel on pouvait bâtir pour quelques années de suite, à condition peut-être à gauche ou à droite, mais très peu, de parer certaines carences. Et tout compte fait, cette analyse qui a été partagée par pratiquement tout le monde s'est révélée inexacte, en ce sens que pendant une saison, on peut se trouver dans une forme d'euphorie qu'on a créée soi-même, par les performances, par les résultats, créant un écart vis-à-vis de l'adversaire, mais la saison se termine, et elle se termine à tous les niveaux. Votre capital confiance, vous l'avez en vous, mais dès le début de la saison d'après, il faut le réexploiter. On est davantage visé par les adversaires, et dans le groupe même peut s'installer une forme de suffisance, d'autosuffisance, en se disant, je me souviens comme on a été bon l'année passée, il suffit de reproduire cela, et tout ira. Et non. Et non. Non, ça n'a pas été le cas. Et je crois que très vite on s'est rendu compte que la seule façon de parer à cette suffisance, autosuffisance, était tout simplement d'injecter un minimum de sang neuf pour secouer un groupe, pour affûter tout le monde, en se disant, en créant d'abord dans le groupe même un surplus de concurrence, et donc de garder tout le monde en éveil. C'est intéressant parce qu'en entreprise, en tout cas au niveau de la formation des managers, on parle énormément de reconnaissance, de considération, d'encouragement, de félicitations, de réprimandes aussi. Mais cet aspect de maintenir un climat pas trop confortable, finalement on en fait assez peu mention. Or, ce que tu dis, c'est que pour atteindre l'excellence et la performance, il faut un minimum d'inconfort. C'est vrai. C'est bien le cas. C'est pas uniquement un processus à l'issue d'une saison, mais quelque part, et en l'occurrence pour certains joueurs, de plus en plus, je crois que pour amener à une forme d'excellence, comme tu le dis très bien, et de performance, certains joueurs doivent être continuellement poussés à la limite, ou même au-delà de leur zone de confort. D'accord. Et j'ai eu le cas d'un jeune joueur à Copenhague. C'était assez caractéristique. C'est un jeune qui avait eu 2 expériences pas bénéfiques du tout en Allemagne, mais comme très jeune joueur. Donc quand il est venu à Copenhague, je lui ai fait miroiter là où la presse trouvait que c'était un mauvais achat, parce que suite à
à de mauvaises expériences, il n'avait pas donné le rendement qu'on escomptait. Et je lui ai dit que c'était à lui, à nous, en tant que staff également, de prouver que son expérience négative était surtout une expérience enrichissante pour lui, qu'il avait mis les compteurs à zéro en venant à Copenhague, et qu'à partir de là, on allait essayer de construire. Et je dois dire, donc, il était, au fait, je ne peux pas parler de zone de confort, de zone de déconfort, mais quelque part bousculé, et je voulais surtout lui donner une zone de confort au début, et voir, tiens, ce dont il est capable exactement. Et je veux dire qu'au début, ça marchait très bien, à tel point que, petit à petit, il a eu certains problèmes pour gérer la qualité de ses performances, pour gérer l'attention qu'il a reçue. Il était Mr. Nobody quand il est arrivé à Copenhague, et 3-4 mois plus tard, il était titulaire en équipe nationale. Et donc, à partir de ce moment-là, je l'ai senti comme autosuffisant, le principal était fait, etc. Et à partir de ce moment-là aussi, bien sûr, vous ne communiquez pas ça, mais régulièrement, j'ai dû le pousser hors de sa zone de confort pour qu'il se remette en question lui-même. À certains moments, ça a pris, à d'autres pas. Et je dois dire que l'évaluation que je viens de faire avec lui à l'issue de la saison était, dans un contexte général, positive, en voyant d'où il est venu, ce qu'il a réalisé et où il a abouti. Mais au fait, lié à cela, quand même, un aspect négatif, à savoir que dans cette saison, malgré tout, il aurait pu sortir davantage, que ce soit pour lui, que ce soit pour le groupe. Et donc, ma conclusion, c'est que cette saison-ci, surtout avec un jeune joueur, pour lui, il n'y aura plus de zone de confort. Ouais. Je ne veux pas, bien sûr, le brûler non plus, mais je sais que c'est un joueur qu'il faut continuellement pousser, lancer des défis individuels. Que ce soit comme défi. Menacer sur son temps de jeu. Ah oui. Menacer sur son temps de jeu carrément. Le pousser, c'est que c'est quelqu'un qui, au début, s'entraînait même en étant blessé. En fin de saison, une blessure anodine. Il ne s'entraîne plus. Et donc ça je l'ai mis en garde très clairement. C'est quelque chose que je ne peux plus accepter. Mais je l'ai transmis comme message, non pas dans le contexte du groupe et de l'équipe, mais vis-à-vis de lui, en lui disant clairement, je crois que tu as un potentiel pour refaire un pas vers l'avant dans une autre compétition, en ayant plus d'expérience, en étant plus mature, et d'oublier les 2 années que tu as perdues en Allemagne, mais à condition que tu sois présent tous les jours, que tu sois présent tous les week-ends, et non plus comme tu l'as fait l'année passée. Aussi longtemps que je me trouve dans la zone de confort, pas de problème, et dès que je dépasse, être perdu. Être perdu. J'ai envie de revenir au début d'une saison, parce que toi, en général, tu as des contrats de 2 ans, c'était le cas avec Anderlecht, c'est le cas avec Copenhague, et donc régulièrement, comme tes collègues entraîneurs, tu reprends une équipe en main. Or, parmi les gens qui nous regardent, il y en a qui vont devoir, demain, le mois prochain, l'an prochain, prendre une équipe en main. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit quand on débarque dans un club, quand on est le nouvel entraîneur? C'est quoi la première prise de contact? Comment on se prépare à ça? Je crois que tout d'abord, avant cela, très important, c'est le contexte dans lequel vous acceptez de devenir entraîneur, ou je dirais chef d'entreprise. C'est de connaître exactement le contexte dans lequel vous allez travailler. C'est vrai que vous avez 2 options. La première, c'est de dire je veux absolument travailler et je prends n'importe quoi. Ce qui ne doit pas être ton cas. Ce qui n'a jamais été mon cas, parce que j'estime que même si le football révèle tant d'aspects cachés, imprévisibles, etc., il faut malgré tout essayer de cerner ce qui est cernable, se rendre compte d'une culture de club, d'un passé de club, son rôle exact, les gens avec lesquels on travaille, quels sont les objectifs, quelles sont les ambitions, etc. Ça fait l'objet d'une pré-étude, je dirais, avant son engagement. Une fois qu'on en est là, je crois que le message à faire passer à un groupe, tout d'abord, c'est en partie de ce qu'on a appris de ses premiers contacts.
je crois surtout que, et ça vaut aussi pour une entreprise, le plus important, c'est de se rendre compte quelles sont les habitudes, et dans un sens large, la culture qui existe dans un club, de transmettre ça aux joueurs et de, quelles que soient vos idées comme entraîneur, de garder une certaine forme de conformité en fonction des habitudes, de la culture. Tu t'intègres vraiment dans la Il faut culture s'intégrer. locale. Bien sûr, on attend, un club, une direction attend d'un entraîneur qu'il ajoute quelque chose de personnel, qui peut être 5%, qui peut être 50%, qui peut être 100%. Ça ne vient qu'après coup. Je crois qu'il est très important de faire partager cela au groupe de joueurs. Vous avez une première phase, assez paradoxalement, je ne dis pas beaucoup le premier jour ou les premiers jours. Parce que je crois que c'est surtout une phase de prise de connaissance. Il y a des nouveaux joueurs, il y a un nouvel entraîneur, il y a peut-être des nouvelles personnes dans le staff. Donc tout le monde doit un tout petit peu apprendre à se connaître. Et une fois que ça c'est le cas, qu'on a comment dirais-je, une assez bonne vue de la situation et de la qualité qui est présente, je dirais après une quinzaine de jours, là, à ce moment-là, vous adressez au groupe de joueurs. Ce qui veut dire que tu crées d'abord un lien, une relation, une connexion. Oui. Ça dure globalement 15 jours, si j'ai bien compris. Et après, tu détermines des objectifs. Et surtout laisser l'occasion aux personnes de s'exprimer, en tant que staff, en tant qu'entraîneur, d'observer comment ces gens se produisent dans le club, en dehors du terrain, sur le terrain, quels sont les groupes qui se forment. Et quand je dis groupe, ce n'est pas un aspect négatif. Il y a des affinités au niveau de l'âge, au niveau des aussi, intérêts, de la langue, etc. Un peu de sentir comment cela va. On a des petits des entretiens au début tout à fait informels, généraux. Comment te sens-tu? Ça va? Pas trop fatigué d'hier, etc. Et une fois qu'on a plus ou moins une vue d'ensemble, je crois que le groupe à ce moment-là attend de l'entraîneur, et du moins c'est ce que j'estime qui est nécessaire également, de se prononcer sur, commençant par les objectifs à long terme, et le long terme c'est d'abord la fin de la saison. À partir de là, on met quelques objectifs intermédiaires, où veut-on arriver et comment à la mi-saison, et puis surtout les moyens dont nous allons faire cela. Et les moyens en début de saison, les joueurs savent qu'ils doivent venir s'entraîner. À ce moment-là, vous faites passer comme message, écoutez, un joueur de foot, même professionnel, ne s'entraîne pas pour son entraîneur. Votre corps, c'est votre outil. Soignez-le. Vous donnez des consignes sur le mode de vie. La diète, je suppose, la diététique, l'hydratation, les soins, l'aspect mental, l'aspect groupe. Je crois que vous pouvez jouer carte sur table en disant nous sommes tous professionnels, et ce qui nous trotte en tête, c'est notre avenir l'année prochaine, l'année d'après, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes tous ensemble, nous sommes tous en groupe pour essayer d'arriver à un objectif. Le jour où je fais une sélection, il y aura des déçus, des frustrés, des mécontents, des gens qui ne comprennent pas, etc. Donc, quelque part, vous esquissez toutes les situations possibles qui peuvent se produire en cours de saison. Vous créez un climat général pour que le langage général qui est tenu vis-à-vis de ces joueurs soit, je dirais, une ligne de conduite, un fil rouge tout au long de la saison.